Alors, Claude Bouchard, bonjour. Bienvenue dans cette série de petites vidéos qui sont faites dans le cadre du projet Liaison Info-Ressources où on vise à rendre disponibles des témoignages autant d'organismes que de personnes. Puis dans ce cadre-là, ben, on s'attend à ce que, on va mettre la barre haute, on s'attend à ce que, encore une fois, tu as une belle expérience à nous partager. Fait qu'on va partir comme ça. OK. Ben écoute, l'expérience en itinérance, pour moi, ça a été relativement court. Okay. Ça a duré quelques jours seulement où je me suis retrouvé à la maison du père ou à Rivière-des-Prairies ou à l'abri de la Rive-Sud en passant par sans doute de l'Armée du Salut. Okay. Alors, je peux pas dire que moi j'ai une connaissance intime de l'itinérance comme telle. Okay? C'est sûr que quand tu es confronté à où est-ce que je vais dormir, c'est assez déstabilisant. Okay. Les premières fois, en tout cas. Ça a quand même éveillé certains questionnements. Donc, c'est OK. Comment on en arrive là? Je ne sais pas trop. Okay. Dans mon cas, ça a été identifié comme étant un état pré-psychotique, okay. Dû à un paquet d'affaires. Mais bon, je me suis retrouvé comme ça, à peu près du jour au lendemain, sans savoir où je coucherais. Je savais qu'il existait des refuges, mais c'était comme une abstraction, dans la mesure où tu n'en as pas besoin, tu ne vas pas voir à quoi ça ressemble. Ce qui fait que, c'est ça, pour quelques jours, je me suis retrouvé comme dans une situation instable en termes de logement. OK. Et ça s'est passé quand? T'avais quel âge, Claude, quand c'est arrivé? Je te dirais, même dans le temps, encore aujourd'hui, j'ai de la misère à me restituer. OK. Mais ça doit faire 6 ou 7 ans. OK, 6-7 ans? À peu près, là. OK. 6 ou 7 ans. Donc, j'avais 52, 53 ans à l'époque. Tu sais, j'étais dans un état particulier, mentalement parlant. Des bouts, j'en manquais, des bouts, j'étais là. Je me suis retrouvé à Longueuil. Pour moi, Longueuil, j'avais quitté Longueuil, ça faisait une trentaine d'années comme il faut. Puis j'avais comme pas envie d'y revenir. Okay. D'ailleurs, une fois que je suis revenu, j'avais comme pas envie d'y rester. C'était tout dans ma tête. Okay. Mais bon, écoute, honnêtement, quand je suis arrivé à Longueuil, je suis arrivé à l'abri de la Rive-Sud. Je me rappelle même pas comment je suis arrivé à l'abri de la Rive-Sud. Je me rappelle pas du voyage entre Montréal et Longueuil. Tu sais, j'avais rien qui me rattachait à Longueuil particulièrement. J'ai un frère qui habite Longueuil, mais c'était pas ça le but. Okay. Alors, je me suis retrouvé à l'abri de la Rive-Sud, comme ça. Je suis passé une nuit. Il m'est arrivé un petit accident, je me suis pas à l'abri en sortant. Je me suis retrouvé à l'hôpital. Bon, je prenais des médicaments à l'époque. Je me retrouve à l'hôpital. J'ai pas de place où aller coucher. L'idée de retourner à l'abri m'est même pas venue. Je n'avais pas de place à aller coucher. Puis c'est finalement les flics qui m'ont amené chez Lise. OK. On peut dire ce qu'on voudra de Lise. On avait des appartements chez Lise, une maison chez Lise. Moi, je te dirais que c'est un mal nécessaire. Okay. Compte tenu de l'état des services qu'on a ici. Et c'est là que je pense que le déclic vraiment s'est fait. Et c'est les intervenants d'espoir qui m'ont... écoute, je te dirais que par moments, ils m'ont carrément transporté. OK. Tu habitais chez Lise, il y avait l'équipe d'espoir qui était sur place, il y avait des intervenants. Un intervenant d'espoir qui était sur place. Et honnêtement, je commençais à l'époque à me stabiliser, si on peut dire. Okay. D'abord, j'avais arrêté tous mes médicaments. Okay. Je n'en prenais plus aucun. Ça a été rare par moment.
Puis c'est un intervenant d'espoir qui m'a pris carrément par la main. Là. Okay. Il est venu me voir parce qu'après être parti de chez Lise, j'avais été habité dans un logement qui appartenait encore à Lise. Okay. Et cette personne-là est arrivée chez nous un peu avant Noël avec un panier. Je t'avoue honnêtement que si j'avais été reçu comme lui a été reçu, j'aurais probablement viré de bord puis je serais pas revenu. Mais non, il a persisté, puis c'est pas mal grâce à lui que ça a commencé à déboucher, à s'enchaîner. Okay? Donc, pour moi, le service espoir, c'est quelque chose qui est essentiel. Okay. J'aime la façon dont tu travailles. Je pense qu'on gagnerait à avoir plus de ce genre de service-là. Des intervenants suivis communautaires, des intervenants qui vont, je dirais, qui vont aller jusqu'à aller au-devant des personnes pour un petit peu comme avec le panier de Noël, cogner à ta porte. Puis, Oui, disons que ça, bon, c'est une approche qui était, dans ce cas-là, on pourrait toujours la remettre en question, tu sais. Mais effectivement, tu sais, d'avoir un accompagnement, un suivi en milieu, okay, comme eux l'ont fait avec moi, pour moi, c'est essentiel. Okay. Parce qu'au moment où ils sont arrivés dans ma vie, moi, ma seule idée, c'était juste d'arrêter tout ça, tu sais. Mais je sortais déjà d'une tentative de suicide qui m'avait laissé pas mal magané d'ailleurs. Tu sais, mais tous les jours, je me levais en me demandant comment je pourrais faire pour arrêter ça. Arrêter de vivre, tu étais vraiment dans un cul-de-sac au niveau de ta vie. C'est ça. Okay. La seule chose, c'est. La question que je me posais, c'est comment je fais pour rendre ça acceptable aux autres. Okay. Tu sais, en sachant très bien qu'il n'y en a pas de solution. Okay. Ouais. Mais les intervenants d'espoir, tranquillement, puis ils m'ont ramené vers. Ouais, mais la vie, c'est pas juste ça. Puis c'est eux qui m'ont un peu marié avec le communautaire, si je peux dire. Okay. D'abord, on avait fait des démarches pour que j'aie de l'aide alimentaire. Je t'avoue que ça a été une partie difficile. Okay. Oui, c'est sûr qu'à ce moment-là, j'étais un petit peu en conflit avec ma compagnie d'assurance, puis j'avais dans l'idée que non, je n'accepterais pas de le déclarer invalide. Eux ont pris les moyens qu'il fallait, ils m'ont coupé de moitié mon revenu. Je dis de moitié, même plus, je dirais même 70% du revenu. Je me retrouvais avec à peu près ce que ça me coûtait en loyer pour un mois. Pas grand-chose en tous les cas, c'est vrai par moment. Mais bref, les intervenants de sport m'ont permis de passer par-dessus ça. Puis de commencer le bénévolat avec des organismes, je commençais avec le repas du passant. Okay. Où j'ai été mis en contact, là, mais quotidiennement, avec l'itinérance. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand on m'a posé la question, qu'est-ce que tu connais de l'itinérance? C'est sûr que j'ai mon petit bagage à moi, mais c'est bien plus ceux qui vivent l'itinérance depuis 3, 4, 5 ans. Qui m'ont appris et qui continuent de m'apprendre. Oui, parce que tu es quelqu'un qui est impliqué dans plusieurs organismes aujourd'hui, 6-7 ans plus tard. Je m'implique, puis j'aime ça dire que pour moi, l'itinérance, c'est ce qui m'apporte le plus en termes de. Ce qui me porte le plus à vouloir m'impliquer, c'est vraiment ça. Okay. Ça dit, je crois. Tous les organismes qu'on a sont importants, que ce soit en termes d'aide alimentaire, que ce soit en termes d'hébergement, que ce soit en termes d'accompagnement. Je ne pense pas qu'on puisse se passer d'un organisme qui existe à l'heure actuelle. Par contre, moi, parce que je suis un peu un outsider, parce que peut-être plus indépendant ou parce que je n'ai pas d'attache financière avec aucun des organismes, j'ai un regard qui est un petit peu plus critique. Okay. Au sens où moi je pense qu'il y a des choses qu'on pourrait faire qui ne coûteraient rien, mais
Sinon, peut-être un peu de laisser-aller de la part de certains organismes en termes de pouvoir. Okay. Moi, je pense qu'on gagnerait à se parler plus. Okay? Et à ce niveau-là, je le dis depuis le début, puis je n'ai pas nécessairement de solution à apporter à ça. Sinon que de mettre un peu de côté le petit intérêt de l'organisme lui-même pour le porter plus vers la cause, peut-être. Meilleure collaboration, plus de discussion entre les différents organismes. Meilleure collaboration, plus de discussion. Okay. Et surtout, je pense, établir une méthode qui va faire que un organisme ne se sentira pas menacé nécessairement par une incursion qui pourrait juger être à l'intérieur de sa mission, okay, parce qu'un autre peut offrir un complément. Tu sais, moi, je pense qu'on a les ressources pour le faire et on gagnerait tous, finalement, à le faire, à échanger plus. C'est pour ça que, pour moi, des programmes comme l'ASRA, par exemple, okay, je ne vois pas ça de mauvais œil, pas du tout. Okay. Okay. Ça nous force à se parler, à collaborer. Moi, je trouve. Pour ceux qui vont nous écouter, l'ASRA étant la stabilité résidentielle avec accompagnement, la nouvelle orientation du programme fédéral en itinérance pour 2015-2019. Exactement. Qui oblige les partenaires, comme tu dis, à travailler ensemble. Puis pour toi, tu vois ça d'un bon œil. Parce que moi, l'obligation de travailler ensemble, okay, qui aurait dû normalement s'imposer de soi, et qui s'est d'une certaine façon aussi imposé de soi avec la TIRS. Tu sais, on a quand même quelque chose, on avait des embryons, on avait quelque chose sur lesquels on pouvait se reposer. Mais je pense que d'avoir cette obligation formelle-là pour améliorer ou tenter d'améliorer le service qui est offert, moi je vois ça juste d'un bon œil dans la mesure où on va saisir cette occasion-là pour mettre en place des mécanismes qui vont nous permettre de se parler et d'échanger. OK. Qu'est-ce que... question qui me vient, c'est quoi l'impact que tu as observé pour les personnes, là, les personnes qu'on aide, les personnes qui se retrouvent dans ces organismes-là? C'est quoi l'impact négatif du fait qu'on peut-être on collaborait pas assez de façon plus serrée, plus organisée? Ça fait quoi ça pour les personnes? Cette situation-là, puis qu'est-ce que ça va avoir comme impact positif de ramener ça un peu plus formel? C'est des exemples qui viennent? Mais il y a des exemples qui me viennent, c'est sûr. D'abord, le fait qu'on travaille en silo, ça permet à la personne de raconter à peu près ce qu'il veut à n'importe qui. OK. OK? Le fait qu'on se parle, et ça, moi, je l'ai constaté, c'est dans ma petite pratique, là, quand tu peux t'échanger de l'information, en général, la situation devient pas mal plus claire pour tout le monde. Et ça permet à tout le monde de tirer dans le même sens. OK. Puis par la même occasion, être plus aidant. Être plus aidant, être plus efficace, puis aussi, on va se le dire, là, de conscientiser la personne par rapport à ses demandes aussi. OK. Tu sais, là, tu me dis à moi une chose, tu me dis à lui une autre chose, hein, on va se parler, on va s'asseoir, puis on va essayer de tout le monde tirer dans le même sens, toi y compris. C'est une invitation à ce qu'ils nous donnent leur juste. Oui, tout à fait. Puis en se parlant, ben, on va être capable d'identifier, ben là, regarde, on accueille ce que tu nous demandes, mais là, en même temps, on a une autre histoire. C'est comme deux histoires, laquelle des deux comprend, puis comment on peut t'aider avec la bonne. Exactement. Exactement. Ça force la personne à se responsabiliser aussi à quelque part. Là. Tu sais, oui, c'est beau aider, oui, c'est beau tendre la main, mais une fois que je t'ai tendu la main, tu pourrais-tu toi aussi peut-être en faire un peu. Tu sais? Puis c'est pour ça que moi, fondamentalement, je suis d'accord avec des approches comme ceux de la CASA. Okay. Les points sur lesquels reposent les approches comme ceux-là, la co-construction, puis la responsabilisation de la personne, moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Ouais. Je pense qu'on ne pourra jamais parler d'empowerment, puis tout le monde parle d'empowerment, puis tout le monde parle d'empowerment, mais moi, je constate qu'il n'y a pas gros d'efforts qui sont faits pour que les gens se prennent en main, vraiment.
OK. Oui, on charrie le terme, mais on charrie le terme juste pour charrier le terme. OK. Dans les faits, il n'y a pas beaucoup d'efforts qui sont faits en termes d'embrasement. Là, j'en viens à l'éducation. OK, vas-y, continue. L'éducation, là, populaire, pour moi, c'est un must. C'est pas vrai qu'on doit toujours agir en éteignant des feux. OK. Alors, quand je vois des coupures qui sont faites dans le domaine de l'éducation populaire, ça m'interpelle pas mal. Parce que oui, il y a moyen d'arriver à prévenir. Et c'est beaucoup plus facile de prévenir que d'intervenir après. Par la suite, oui. Puis, je dirais que c'est peut-être un côté un petit peu moins intéressant de la nouvelle approche de la SRA qui a réorienté beaucoup de budget vers la SRA et beaucoup moins vers la prévention. Absolument. Puis c'est encore là, Remarque on que va parler d'accompagnement aussi. Ouais. C'est peut-être pas juste au fédéral après la prévention aussi. Là, on parle de ce programme-là. On parle du fédéral, on parle du provincial, on parle du communautaire. Mais je pense que ça prend un peu de tout. Oui, c'est beau de remettre les gens en logement, mais si on les oublie là, après, ils vont revenir nous voir. C'est dans l'accompagnement aussi par la suite qu'on va y arriver. Les mesures d'accompagnement, ça peut être aussi niaiseux qu'une visite par mois. Ça a besoin de plus, on en donne plus. C'est un peu comme le CIMCIV le fait, un peu comme CIMO le fait. Alors, moi, je suis en faveur de ce genre de mesures-là. Meilleure collaboration, tu as parlé vraiment de l'importance de la collaboration interorganisme, l'importance de se parler, d'additionner, je dirais, nos forces, nos services, nos approches. Tu as parlé d'empowerment, c'est ça un petit peu la question qui venait. Tu as parlé d'empowerment, puis je sentais que dans ta définition de l'empowerment, il y avait, la personne aussi doit s'engager. C'est bien beau de dire tu as le pouvoir, mais on te laisse un certain pouvoir, on te permet d'exercer ton pouvoir, mais ce pouvoir-là emmène aussi des responsabilités. Tu embarques dans le programme, tu embarques dans ton projet de vie. On veut bien t'aider à te reprendre en main, mais toi t'embarques. La personne doit embarquer dans sa vie, réembarquer dans sa vie. C'est primordial. Primordial. Sinon, on fait quoi? Ouais. Son projet de vie, c'est d'être constamment en dépendance par rapport à ce qui est offert. Oui, on peut certainement le faire de ce point de vue-là aussi, mais on va se contenter d'un minimum de services. On ne mobilisera pas 50 organismes. Malheureusement, c'est ça. As-tu des observations par rapport comment on déclenche la flamme chez la personne qui se retrouve dans le désespoir pour que justement elle ait le goût de réinvestir sa vie, j'oserais dire. Y a-tu des clés? Comment on fait ça? Si j'avais une réponse à ça, mon ami, je partirais mon propre organisme, puis tout ce que je ferais, ça serait de déclencher. Juste allumer de l'espoir. Si j'en reviens à toi, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as parlé qu'à un moment donné, on a cogné à ta porte, qu'il y avait un groupe qui était présent. Y a-tu quelque chose que tu dis, ouais, c'est ça. Tu as parlé aussi que tu as commencé à t'impliquer comme bénévole. C'est-tu des clés? C'est-tu des bonnes manières c'est-tu des bons premiers pas? Dans mon cas, ça a certainement été salutaire. Ça m'a aidé à reconstruire l'image que j'avais de moi. Et partir de t'es plus bon rien, puis regarde, tout ce que tu as à faire, c'est de trouver une façon de faire. Être un membre actif de la société. Mais je pense pas que ce soit une recette miracle non plus. Ça, dans certains cas, c'est ce qui allume. Puis... Dans mon cas, c'est ce qui m'a allumé. Dans l'autre cas, on n'a pas tous au départ les mêmes moyens, on n'a pas tous les mêmes chances, on n'a pas tous les mêmes opportunités. Moi, je pense que c'est du cas par cas.
Mais justement, parce que c'est du cas par cas, il faut que le premier contact qui est établi soit bien établi. Une entrevue, un premier entretien dans un organisme communautaire devrait être, à mon avis, pas mal plus large que OK, je vais répondre à ce petit besoin-là. Okay. À mon avis, on gagnerait probablement à avoir des ressources qui soient axées sur faire le tour du problème de la personne. Et à partir de là, adopter une approche plus holistique. Approche holistique, approche globale. Voilà. À partir de là, dire, OK, si tu es prêt à collaborer, si tu es prêt à, on va remonter un système autour de toi, puis on va t'aider collectivement. Je pense que ça manque un peu. OK. Je dirais, exemple, la personne cogne une porte parce qu'elle a besoin de bouffe, que de s'assurer que dans cet organisme-là, on fait plus que juste donner une coupe de sac de nourriture, mais qu'on s'assoit, on fait comme tu dis, on prend le temps de saisir la personne pour voir, ben regarde, comment on peut t'aider encore plus que ça. On va te donner à manger, mais comment on peut t'aider? Qui peut t'aider? C'est quoi ta situation? Vraiment, comme tu dis, une approche globale, une approche holistique, prendre le temps de saisir l'autre. Absolument. Entrer en relation, prendre le temps de saisir l'autre. Oui. C'est ça. Oui. Puis ça force non seulement les organismes à travailler plus étroitement en collaboration, mais ça va aussi induire la notion éventuellement de dire oui, mais si je fais appel à un organisme, je consens à une certaine perte de confidentialité en quelque sorte. Okay. Évidemment, si tu ne peux pas en faire une obligation, ce serait stupide. Okay. Mais par contre, allumer chez la personne le désir de se prendre en main, de collaborer, puis d'améliorer sa condition, okay, en travaillant avec divers organismes qui peuvent lui venir en aide, pourquoi pas. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui embarqueraient dans ce genre de programme-là facilement. Mais ça restera à développer. C'est un concept flou qui reste à développer. Je dirais, à la question qu'est-ce qu'on devrait faire autrement, ça en fait partie, là, de dire que chaque organisme prenne le temps d'avoir vraiment une évaluation globale au-delà de son service, au-delà de sa mission, collaborer avec les autres, puis dans le respect de la personne, dans le respect de la confidentialité, puis dire, bon, ben, regarde, on a pris le temps de jaser, on pense que ça pourrait être bon pour toi, ça pourrait être bon pour toi, qu'est-ce que tu en penses, aimerais-tu qu'on t'accompagne, qu'on te réfère, puis tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Ouais. La personne est libre de dire oui ou non. Hein. Si moi je viens de voir parce que je suis à la recherche d'un logement, je ne suis pas seul à être à la recherche d'un logement. Il y a au moins 500 000 personnes au Québec qui déménagent chaque année. Là. Et s'il n'y a pas 500 000 personnes au port des organismes qui cherchent des logements, alors pourquoi moi je me retrouve dans une situation où j'ai besoin d'un organisme pour m'aider à trouver un logement? Tu as tout à fait raison de le dire parce que souvent, prenons l'exemple du logement qui est un petit peu ce qu'on fait, entre autres, mais le logement pour nous, c'est le symptôme à la limite. Fait que c'est sûr que, comme tu as dit, ça prend un regard global, ça prend une conversation, ça prend une évaluation qui va chercher qu'est-ce qui fait que cette personne-là aujourd'hui se retrouve dans cette situation. Là, on risque d'être aidant. Là, on risque de faciliter, je dirais, une transition vers une stabilité, vers un milieu de vie qui a d'allure parce qu'on prend le temps d'être en relation et de saisir au-delà du si tu as un soin et demi, ben 4,5. Absolument. Tu sais, c'est évident que si la personne t'arrive ici et c'est à la recherche d'un logement, sous-jacent à ça, est-ce qu'elle a assez à manger? Est-ce que les enfants ont ce qu'il faut pour être vêtus pour l'hiver? Il y a un paquet de questionnements qui se posent autour de ça. Tout à fait. Puis il y en a une aussi qui est, à mon avis,
à laquelle on doit répondre. Pourquoi la même personne revient constamment? Ouais. Oui, une fois, deux fois, trois fois, oui. Mais 4, 5, 6, 7, 8, 10 fois, il y a quelque chose à quelque part qu'on a manqué, là. Ouais. Hein? Est-ce que c'est nous qui manquons ou est-ce que c'est la personne qui manque? Moi, je pense que c'est nous qui manquons. On a peut-être mal saisi le besoin, mal saisi les possibilités d'aide, les références, etc., etc. Ou on a mal saisi le besoin, ou la personne ne veut juste pas faire l'effort d'embarquer. Mais à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on ne remet pas en question notre intervention? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on a développé le réflexe de se dire, ben, tu sais, ça, je trouve que c'est un point important qui ne ressort pas souvent. Je dirais, notre capacité comme organisme communautaire, parce que je suis directeur d'un organisme communautaire, notre capacité de se remettre en question, de justement de se dire, ben, y a-tu dans notre approche, y a-tu des affaires qui font que justement, Monsieur X, Madame X, ça fait 4 fois qu'elle frappe à notre porte. On a-tu raté quelque chose? On a-tu passé à côté de quelque chose? On a-tu, tu sais, cette capacité je dirais, d'introspection, de remise en question, d'humilité aussi dans notre approche, de se dire, ben, gars, puis je pense que c'est un point important et je nous invite tous à le faire, encore là, en toute humilité, parce qu'en même temps, c'est ce qu'on, moi, je pense que c'est une compétence fondamentale parce que c'est un peu ça qu'on fait avec le monde qui cogne à nos portes. C'est-à-dire qu'on les invite des fois à remettre en question leur façon de faire, leur façon de voir la vie pour cheminer vers peut-être une plus grande stabilité. Si nous autres, comme organisme, on ne le fait pas, on n'est pas cohérent. Ouais. Non, ben, ça c'est un peu le problème de l'approche humaniste. Okay. Tu sais, oui, une approche humaniste, mais on ne peut pas être plus humain envers l'humain qui demande nos services que lui-même l'est envers l'humain. Exactement. Moi, je dis lui, mais lui inclut le elle, et souvent le nous. Alors, à quelque part, à un moment donné, il va falloir se poser la question. J'ai eu l'occasion un jour de mettre la main sur une étude qui disait que 85% des services étaient consommés par 15% de ceux qui en auraient eu potentiellement besoin. C'est énorme, là. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de revenus ici. Hein? Ouais. Et à partir de là, moi, je me questionne. Pas sur les limites qu'on devrait imposer. Simplement sur est-ce qu'on a la capacité de cerner vraiment les besoins de la personne. Et si oui, de l'accompagner partout là-dedans. Et ça, je pense qu'on l'a, mais pour une raison que je m'explique mal, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Tantôt, je disais, on manque d'accompagnement. Et je pense que oui, on manque beaucoup d'accompagnement. Beaucoup d'accompagnement. C'est-tu dans le sens que chacun fait un petit bout, puis personne ne fait le chemin au complet? Ou le lien où on se passe pas le relais pour faire le lien au complet avec la personne. T'sais, chacun a sa mission, mais effectivement, des fois, tu peux pas le faire le lien au complet, là. Mais au moins t'assurer que tu fais un bout puis que tu passes le relais. C'est l'image qui me vient un peu, le passer le relais. C'est exactement ça. Pour s'assurer que la personne qui dit moi je veux me rendre jusque là-bas, qu'il y a toujours quelqu'un à côté pour l'accompagner dans son chemin. C'est exactement ça. Exactement. Moi, quand je parle d'accompagnement, c'est ça. Il devrait avoir un intervenant pivot qui, lui, va travailler avec les différentes équipes, puis diriger la personne, l'aider dans ses démarches. Mais ça, c'est ma façon à moi de le voir. Ouais. Je pense que c'est possible. Et je pense que c'est possible. Puis encore là, je vais référer à Espoir. Espoir va t'amener au relais, il va t'amener ici, il va t'amener là. Si tu finis par te bâtir un réseau, tu finis par te bâtir des connaissances, puis être capable, à partir de là, de remettre la machine en marche par toi-même. Mais je pense que de faire le tour de la situation, de la question avec la personne ou les personnes,
Moi, ça m'apparaît essentiel. Ça m'apparaît essentiel. Puis c'est pas une psychanalyse, ça, on s'entend. On parle pas de thérapie ici, là. Non. On parle juste de dire, OK, on va prendre le temps, là, puis on va avoir un portrait à peu près juste de la situation. À partir de là, je pense qu'il y aurait des progrès qui seraient possibles. C'est ça, grosso modo. Ben, ça sort justement, ça sort des points essentiels qui ressortent à plusieurs occasions, assurer l'accueil de la personne dans sa globalité, effectivement, aller s'assurer de passer le relais, s'assurer de travailler en collaboration, s'assurer, tu as parlé d'intervenant pivot, oui, puis il y a quelqu'un quelque part qui s'assure que quand le relais est passé, ben ça continue jusqu'au bout. Puis je pense qu'effectivement c'est des voies d'avenir et ben, c'est ça. Je nous invite tous, nous comme organisme et tous nos partenaires à continuer de travailler dans ce sens-là, parce que je suis convaincu comme toi que c'est essentiel pour soutenir la personne dans ce qu'elle a le goût faire comme bout de chemin dans sa vie, puis s'assurer qu'il n'y a pas des trous où justement, à un moment donné, on les oublie là. Ben, c'est ça. Moi, je pense que si on parle d'empowerment, de prise en charge, je pense que c'est essentiel que c'est ce qu'on fait. On va éviter de tomber dans des cracks d'un système qui va toujours en avoir de toute façon des cracks. Il n'y aura pas de miracle à faire avec ça, c'est sûr. Mais ça fait partie de ce que je nommais éducation aussi. Ouais. Et le petit bout qu'il va faire ici, le petit bout qu'il va faire ailleurs, à un moment donné, ça va finir par faire un bout qui est un peu plus long. Puis probablement aussi faire que la personne puisse se prendre mieux en main. En tout cas, c'était espéré. Ben, on se le souhaite. Écoute, Claude, un gros merci encore une fois. Merci à vous d'avoir donné l'opportunité. C'est un plaisir.